Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un genre qui va nous prouver que l'adage c'est pas la taille qui compte et on ne peut plus vrai. Et je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont partagé, qui ont liké, qui ont commenté. Ça fait hyper plaisir et ça permet à la chaîne d'avoir un meilleur référencement sur YouTube. Et si jamais le contenu vous plaît et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, vous ferez progresser cette chaîne et vous aiderez à la rendre accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre du genre Aspidelaps qui a été décrit par Fitzinger en 1843. Alors, le genre Aspidelaps fait partie de la grande famille des Elapidés. Dans la famille des Elapidés, vous allez pouvoir rencontrer tout ce qui est Naja, Dendroaspis, Notekis, Oxyuranus, Ophiophagus, Hemacatus, bref, tous les serpents à denture protéroglyphe. Donc, pour rappel, denture protéroglyphe, deux crochets à venin fixes situés à l'avant de la gueule, reliés par des canaux aux poches à venin. Et pour cette vidéo, je vais m'aider de mon petit script parce qu'il y a énormément d'informations très intéressantes sur ce genre de serpent. La première chose intéressante vient de leur nom. Aspidelaps vient du grec dos qui signifie bouclier en raison de leur écaille rostrale assez proéminente, et elaps qui vient du latin et était utilisé pour désigner tous les serpents venimeux de la famille des Elapidés. Donc déjà le nom nous en dit long sur cette espèce. Alors l'espèce Lubricus est elle-même composée de trois sous-espèces. Lubricus lubricus, Lubricus infuscatus et Lubricus coulesi. Et vous allez voir, c'est cette dernière qui a beaucoup fait parler d'elle. Et ensuite, l'espèce Scutatus est elle aussi à l'heure actuelle composée de trois sous-espèces. Scutatus scutatus, Scutatus fulafula et Scutatus intermedius. On va rencontrer ce genre de serpent exclusivement en Afrique. Vous allez pouvoir en croiser dans le sud de l'Angola, en Namibie, au sud et à l'est de l'Afrique du Sud, au Botswana, au Zimbabwe, en Zambie, au Mozambique et au nord de l'Afrique du Sud. Aspidelaps lubricus va plus se rencontrer dans les garrigues ou en lisière de désert, et Aspidelaps scutatus, lui, va plus se rencontrer dans la savane et à proximité de points d'eau. C'est des serpents qui, quoi qu'il arrive, aiment les milieux ouverts. Ce sont des serpents qui sont terrestres et fouisseurs, d'où leur écaille rostrale qui leur permet de pouvoir creuser des petits tunnels, et qui vont être plutôt diurnes, crépusculaires, mais aux heures les plus chaudes, ils peuvent se planquer dans des terriers et sortir une fois la nuit tombée pour chasser, se reproduire et vivre leur vie de serpent. Au niveau de la morphologie, ce ne sont pas des serpents très grands, ils vont avoir une taille qui varie entre 60 et 80 cm pour Lubricus, et Scutatus quant à lui va être un petit peu plus petit, de 60 à 75 cm. Ces deux espèces se ressemblent fortement au niveau morphologique, un corps assez fin et élancé, une tête légèrement démarquée du corps. Pour un œil non averti, ils pourraient être facilement confondus. Comment différencier ces deux espèces? Alors Lubricus va avoir des patterns et des couleurs beaucoup plus vifs, beaucoup plus marqués, et Scutatus, lui, va avoir des couleurs beaucoup moins vives, beaucoup plus foncées. Même au niveau du pattern, ça va être beaucoup plus foncé. Et ensuite, c'est leur écaille rostrale qui va pouvoir permettre de les différencier. Effectivement, Scutatus a une écaille rostrale beaucoup plus prononcée à l'avant de la gueule que Aspidelaps lubricus, qui a une écaille beaucoup plus petite. Et ce sont les coloris d'Aspidelaps lubricus qui lui ont valu ce nom vernaculaire de serpent corail africain. Et pour rappel, dans la nature, la coloration peut avoir une signification. Là, dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle une coloration aposématique. En fait, cette couleur, elle va jouer un rôle de message qui va permettre de prévenir les potentiels prédateurs que cet animal est dangereux et peut potentiellement les tuer, ou alors qu'il n'est tout simplement pas bon à ingérer. Vous avez certainement déjà vu cet exemple avec des seiches, par exemple, ou avec des dendrobates, ou avec certains lézards très colorés. Enfin, c'est un message d'avertissement. Et pareil, ces couleurs vives chez Aspidelaps lubricus peuvent le faire confondre avec une autre espèce de serpent pour un œil non averti. Là, je vous montre un Aspidelaps lubricus, et là, je vous montre un Homorelaps lacteus, serpent arlequin tacheté. Je vous parlerai de ce genre dans un autre épisode. Alors, au niveau du comportement, j'ai eu pas mal d'infos par des terrarios, notamment en Suisse, qui ont des Aspidelaps lubricus, qui m'ont dit que ces serpents étaient quand même assez vifs et nerveux et très démonstratifs. S'ils se sentent menacés, ils vont se redresser et déployer un capuchon à la manière des cobras. Donc on a affaire à des tout petits cobras. Ils vont se mettre à souffler et ils vont frapper généralement bouche fermée. Par contre, c'est des animaux qui, s'ils se sentent vraiment menacés, ne vont pas hésiter à mordre et inoculer leur venin. Et vous allez voir que le venin n'est absolument pas à prendre à la légère. Au niveau alimentaire, et ben là, on est sur des serpents qui vont se nourrir de rongeurs d'amphibiens et d'autres serpents de plus petite taille.
Donc on est sur des serpents qui ont un régime alimentaire assez varié et qui vont être assez opportunistes. Ce sont des chasseurs assez actifs et c'est grâce à leur puissant venin qu'ils neutralisent rapidement leur proie et ça leur permet de pouvoir survivre dans des milieux où il n'y a pas forcément une grande abondance de proie. Au niveau de la repro, donc interdit au moins de 18, et bien comme d'habitude, ces serpents ont un cycle reproducteur qui varie en fonction des saisons et qui est régi en fonction des saisons. À la sortie de la saison sèche, les femelles et les mâles reprennent une activité un peu plus normale. Les femelles vont s'engraisser, les mâles vont chercher quelques proies et ensuite vont se mettre à la recherche de femelles. Une fois que monsieur a rencontré madame et qu'il lui a fait la cour, il va y avoir ce qu'on appelle un lock. Une fois le lock terminé, le mâle va vite se barrer parce que ces serpents peuvent avoir une tendance au fiophage. Et si madame a un petit creux, monsieur peut devenir un casse-croûte. Après une période de gestation, madame va pondre des œufs, généralement entre 4 et 10 œufs, qu'elle va couver et protéger jusqu'à la naissance des petits. Les petits vont se séparer de leur mère une fois leur première mue effectuée et vont se mettre en quête de nourriture et sont déjà armés d'un puissant venin, vous allez le voir. On en vient maintenant à la partie qui, vous le savez, m'intéresse le plus, à savoir la partie venin. Et là, pour m'aider, donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit dans mon script. Même si j'ai pas trouvé énormément d'infos, j'en ai quand même trouvé des très intéressantes. Et vous allez voir, on est sur un paradoxe. Parce que ce serpent cause des décès, mais son venin n'est pas tant étudié que ça. La composition de son venin également n'est pas énormément étudiée, alors que ce serpent a tué des gens. Et généralement, on sait que quand un serpent venimeux tue des gens, on va commencer à étudier son venin pour mettre au point un sérum anti-venin ou alors un traitement symptomatique efficace pour justement éviter que de pauvres gens meurent d'envenimation. Et bien là, visiblement, c'est pas le cas. Par contre, j'ai pu trouver des informations assez intéressantes et notamment des rapports d'envenimation. Sur le site researchgate.net, on peut retrouver des études scientifiques sur le venin d'Aspidaelaps lubricus infuscatus. Des tests ont été effectués sur des souris de laboratoire pour déterminer la dose létale médiane du venin de ce serpent. Le cycle de production du venin a aussi été étudié et on va commencer par le cycle du venin. Un prélèvement de venin a été effectué le premier jour de l'arrivée du serpent. 71,4 mg de venin liquide ont pu être collectés, ce qui a donné 20,5 mg de venin sec. Déjà, on voit qu'entre venin liquide et venin sec, il y a une grande différence de quantité. Et c'est normal, puisque on enlève toutes les impuretés et on enlève tout ce qui ne nous intéresse pas pour ne récolter que ce qui nous intéresse. Le second prélèvement a été effectué au 19e jour et la collecte fut moins conséquente, 27,8 mg de venin liquide, ce qui a donné 5,9 mg de venin sec. Donc là, le serpent avait déjà bien entamé son cycle de reconstitution du venin, parce qu'il faut savoir que généralement, quand ils font une collecte de venin pour une étude, ils vont presser les glandes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de venin qui sorte. Donc, ils vont vraiment mettre la glande à sec. Et on voit déjà qu'au 19e jour, il avait re-rempli ses poches de 27,8 mg. Le troisième et dernier prélèvement a été effectué au 49e jour et là on peut constater que les doses sont quasi similaires à celles du premier prélèvement, 68 mg de venin liquide, ce qui a donné 17,1 mg de venin sec. Là ce qui m'a choqué, c'est que ce serpent est arrivé le premier jour, on a prélevé tout son venin, 71,4 mg. Au 19e jour, on a refait la même chose, à supposer qu'ils aient reprélevé tout le venin, et on a récolté que 27,8 mg. Par contre, au 49e jour, on a récolté 68 mg de venin. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Alors là, l'information qui est intéressante, c'est que ce serpent a une production de venin qui est quand même assez longue. Étant donné que le premier jour, il est arrivé, on a prélevé 71,4 mg de venin. Le 19e jour, on n'en a prélevé que 27,8 et le 49e jour, 68 mg. Si on prend le deuxième et le troisième prélèvement, sur le deuxième on repart à 0 et on reprend le troisième, on est sur 30 jours entre le prélèvement qui a mis les poches à venin à sec et le prélèvement qui a permis de révéler qu'il avait produit 68 mg. Donc il lui faut 30 jours pour reconstituer la capacité de venin qu'il avait à son arrivée au centre. Je trouve ça assez long. Et si on prend 30 jours pour 71,4 mg, ça veut dire que ce serpent a une production journalière de 2,38 mg de venin par jour. C'est vraiment pas énorme. Mais en même temps, c'est un animal de petite taille. Donc les poches à venin aussi sont petites.
Et c'est assez intéressant de pouvoir un peu plus étudier le cycle de production du venin comme ça, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas souvent abordé dans les recherches scientifiques ou même dans tout ce qu'on peut trouver sur internet ou en littérature. Et là, on a une production journalière de venin qui est avérée en fait. C'était la première information intéressante. Ce serpent est capable de produire 2,38 mg de venin par jour. On passe maintenant à la DL50 et dans cette même étude, des tests ont été réalisés pour en savoir plus sur la toxicité du venin de ce serpent. Après toute une batterie d'essais, voici ce que les chercheurs ont pu constater. Là, je vous mets un tableau à l'écran, et c'est des essais qui ont été réalisés sur des souris. Pour que vous puissiez un peu mieux comprendre ce qui y est représenté, le tableau se divise en colonnes. La première nous montre que les essais ont été effectués avec 400 microgrammes de venin pour 1 ml de solution saline. En fait, ils diluent le venin dans de la solution saline pour voir à partir de quel moment il va devenir mortel. Ensuite, vous avez la colonne qui représente la souris utilisée par une lettre. Souris A, souris B, souris C, etc. La troisième colonne représente le poids de la souris, donc souris A égale 29 grammes, souris B égale 23 grammes, etc. Et la quatrième colonne représente la dose liquide de venin dans la solution saline, exprimée en millilitres. La cinquième colonne représente la dose de venin pur convertie en grammes par kilo, et cela permet d'établir et exprimer la DL50. L'avant-dernière colonne correspond au type d'injection ou d'inoculation, donc IV égale intraveineux et SC en sous-cutané. Et la dernière colonne donne les détails symptomatiques et le temps de décès ou de récupération. Pour vous donner un exemple, la souris A qui pèse 29 grammes a reçu 0,15 ml de concentration saline coupée à 400 microgrammes de venin, ce qui correspond à 2,068 mg de venin par kilo de poids de corps en intraveineuse. La souris est morte en 90 secondes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 90 secondes, 1 minute 30 et il y a eu décès. C'est hyper rapide. La souris B qui pèse 23 grammes a reçu 0,05 ml de concentration saline coupée à 400 microgrammes de venin, ce qui correspond à 0,869 mg de venin par kilo de poids de corps en intraveineuse. Et là, la souris est morte après 4 minutes 30. Et ainsi de suite. Ok, donc là en fait vous avez tout le déroulé de l'expérience avec la dose, la concentration, le système d'inoculation et le temps de décès. Et sur le premier tableau, on peut constater que toutes les souris sont mortes, peu importe que l'injection ait été faite en intraveineuse ou en sous-cutanée. Donc là on est déjà sur la preuve que c'est un venin qui ne rigole pas avec les rongeurs. Ensuite, vous avez un deuxième tableau qui montre la même expérience avec une concentration de venin moins forte. Elle est de seulement 100 microgrammes de venin par millilitre de solution. Et on peut constater que toutes les souris ont survécu aux injections en intraveineuse. Bizarrement, il n'y a aucun test en sous-cutané. Et ça, je vous avoue que je n'ai pas compris pourquoi. Et en fait, là, ce que je vous montre, c'est le déroulé d'une expérience pour établir la DL50. Vous avez un autre tableau, et cette fois, les concentrations de venin varient de 200 microgrammes à 400 microgrammes. Et on peut constater sur ce tableau qu'arrivé à 317 microgrammes, les choses se gâtent pour les souris. La mort survient assez rapidement, et une fois passé la barre des 400 microgrammes, c'est la mort de la souris assurée. Donc les chercheurs ont pu déterminer que la DL50 d'Aspidelapse lubricus infuscatus correspondait à 317 microgrammes de venin par kilo en intraveineuse. En clair, 0,317 mg de venin suffisent pour tuer un animal de 1 kg théoriquement. Ramené au poids d'un être humain de 70 kg, il suffit de 22,19 mg de venin pour tuer un homme et l'envoyer rejoindre le paradis. Donc là, on a un serpent qui n'est pas grand, qui n'a pas une grande capacité de venin et qui a un cycle de production du venin qui est assez faible. Et pourtant, il est largement en capacité de pouvoir tuer un être humain. Et c'est pour ça que je vous disais, c'est pas la taille qui compte. Mais alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas énormément d'infos sur le venin de ce serpent? Et bien, la première chose, c'est que ce ne sont pas des francs mordeurs. Ils vont faire énormément d'intox pour se défendre, ils vont souffler, ils vont taper, mais ils vont pas mordre fréquemment. Par contre, c'est des animaux qui vont mordre s'ils y sentent obligés. Donc si on les attrape de la mauvaise manière, ils vont mordre pour pouvoir se défendre et se barrer. Ou alors si on leur marche dessus, ils vont vous mordre aussi. C'est ce qui s'est passé pour 2 cas. Il y en a un qui s'est passé en Amérique, chez un particulier de 44 ans qui maintenait un spécimen d'Aspidelapse lubricus. Les morsures, il en a eu une à chaque main, ont été infligées par une femelle qui venait de pondre lors du nourrissage. Donc déjà, on sait en tant que terrario qu'une femelle qui vient de pondre, il faut faire attention parce qu'elle est en mode défense. Mais en plus ça, si c'est le nourrissage, on prend des précautions. Là, il était sur une femelle qui avait vraiment la dalle. Il y a eu une erreur durant le nourrissage qui a donné lieu à une double peine, donc double morsure. La femelle a attrapé son soigneur au lieu de la proie, potentielle première inoculation de venin. En essayant de lui faire lâcher prise, le soigneur ne fait pas attention et la femelle lui mord l'autre main. C'est dommage, on ne saura jamais quelle quantité de venin ont été inoculés, mais ce qui est sûr,
c'est que le soigneur va passer un très sale moment. Environ 1 heure après, selon l'article que j'ai trouvé, le soigneur a été pris de nausées et vomissements, puis il a souffert de dyspnée, donc difficulté respiratoire, qui a nécessité la mise du patient sous respirateur. Le patient a fini par être atteint d'une paralysie des muscles de la gorge, de la langue et de la bouche, appelée muscle bulbaire, et une paralysie des membres supérieurs. Là, ça craint. N'ayant pas de sérum antivenimeux, les médecins ont procédé à un traitement des symptômes qui se sont résolus au bout de 12 heures. Le mec a passé 12 heures en enfer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça doit paraître hyper long. Le soigneur a eu la vie sauve grâce à une bonne prise en charge des médecins et infirmiers. Et si je vous dis ça, c'est parce que ce cas est le tout premier cas documenté d'envenimation par un serpent du genre Aspidelaps confirmé. On ne savait absolument rien du venin de ce serpent et de ses effets sur l'homme avant ce cas. Les chercheurs soupçonnent un venin essentiellement composé de neurotoxines suite aux symptômes observés. Voilà, donc vous voyez, un venin qui n'est pas étudié va pouvoir engendrer quand même des sacrés symptômes et potentiellement la mort. Lui déjà, il a eu une expérience qui était vraiment pas très cool. Pour le second cas que j'ai trouvé, il s'est beaucoup moins bien terminé pour la victime. Ça s'est passé en Namibie le 30 mars 2020 à 8h30 du matin. Une petite fille âgée de 2 ans s'est plainte à sa grand-mère d'une morsure de serpent. Elle a trouvé le serpent et l'a tué tout en appelant la police et les secours. La petite fille est décédée 30 minutes après la morsure. Habitant dans une région reculée, les secours mettent souvent du temps à intervenir, l'hôpital le plus proche étant à 60 km. La petite fille est décédée très rapidement et les symptômes évoquent un choc anaphylactique, réaction allergique due au venin. Elle a été prise d'hypersalivation, ce qui correspond à une réaction allergique. Vous voyez, là on est sur un cas où c'est pas l'envenimation qui a tué la victime, mais une réaction allergique. Alors une réaction allergique, comment ça se passe? Et bien en fait, votre corps va se défendre de manière disproportionnée et du coup ça va foutre tellement le bordel que vous pouvez en crever, pour vulgariser la chose. Ensuite, j'ai un troisième cas, 2 enfants ont été retrouvés morts dans leur case en Afrique. Il n'y a aucun lieu de préciser, donc je ne sais pas où ça s'est passé. Ils ont été retrouvés au petit matin avec une trace de morsure chacun. Il y a un Aspidelaps lubricus entre leurs corps. La sous-espèce Cowlesi. Aucun symptôme n'a été décrit et pas de rapport d'autopsie disponible. Donc, est-ce que c'est ce serpent-là qui les a tués ou non? On le saura jamais. Quatrième cas, et là c'est une femme de 63 ans qui a été mordue dans son sommeil. Elle décédera 4 heures plus tard d'un arrêt cardio-respiratoire. Là encore, j'ai eu aucun lieu qui a été précisé, mais étant donné que la morsure a eu lieu durant le sommeil, je suppose que c'est en Afrique. Et pareil, par Aspidelaps lubricus Cowlesi. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que cette sous-espèce allait nous intéresser, parce qu'étonnamment, elle ressort dans 2 cas sur 4. Voilà, c'était les 4 cas que j'ai trouvés d'envenimation d'Aspidelaps. Donc vous voyez, c'est un venin pas très cool. Moi, je comprends pas pourquoi les scientifiques ne l'étudient pas plus que ça. C'est quand même un serpent qui est souvent en contact avec l'homme, visiblement. Alors, j'ai trouvé un tableau qui recense des cas de morsure et d'envenimation par Aspidelaps. Mais le problème, c'est que les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Et on voit sur ce tableau qu'il y a plus de rémissions que de décès. Il y a un autre problème qu'il faut prendre en compte, c'est que dans son milieu de vie, donc en Afrique, il y a beaucoup de personnes qui vivent dans des endroits encore isolés, loin des milieux hospitaliers et des secours, ou alors même de médecins légistes. Du coup, il n'est pas impossible que ce serpent provoque plus de décès. Mais ça, malheureusement, dans un sens comme dans l'autre, on ne peut pas le prouver. C'est le problème avec les contrées qui sont éloignées. On va avoir des chiffres, mais ces chiffres sont généralement loin de la réalité. Et l'autre problème, c'est qu'à l'heure actuelle, il n'existe absolument aucun sérum anti-venin pour contrer une envenimation de ce genre de serpent. Alors heureusement, les services hospitaliers et les soignants font et tentent de faire de leur mieux pour pouvoir sauver les victimes d'envenimation avec des traitements symptomatiques, donc ils vont traiter les symptômes au fur et à mesure qu'ils apparaissent et ils vont essayer de les contrecarrer, mais malheureusement ça ne réussit pas toujours. Et vous voyez, c'est ça qui m'étonne aujourd'hui dans le milieu scientifique, c'est que on a connaissance d'espèces qui représentent potentiellement un danger, mais étant donné que ce sont des espèces que l'on va trouver dans des contrées reculées où il n'y a pas forcément beaucoup d'argent à se faire, et ça c'est mon avis personnel, ben on va pas forcément s'y intéresser. Par contre, demain vous avez un scientifique qui se penche sur le venin d'Aspidelaps et qui découvre que ce venin est capable de générer de l'argent parce qu'on va pouvoir lutter contre le cancer, là bizarrement ils vont s'y intéresser. Et vous voyez, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec le milieu scientifique des laboratoires, parce qu'aujourd'hui c'est qu'une histoire de pognon. Et là c'est moi qui parle avec mon cœur et moi-même. Je trouve que c'est un peu dégueulasse de laisser des personnes comme ça crever alors qu'on a les moyens de faire ce qu'il faut pour éviter cela. Alors, je ne dis pas que la production de sérum antivenin est rapide et facile, non. C'est un processus qui est très long. Il y a énormément d'espèces de serpents venimeux qui font énormément de dégâts à l'heure actuelle. Je vous prends un exemple, Big Four en Inde qui fait chaque année des millions de morts. Mais il n'y a pas assez d'études qui sont faites sur les venins d'autres espèces qui potentiellement vont présenter une létalité aussi forte, voire peut-être même plus forte que les espèces qu'on connaît à l'heure actuelle.
Donc voilà, il ne faut pas forcément que vous fassiez confiance aux chiffres que vous allez trouver sur internet. Ces chiffres, il faut les prendre, il faut les regarder, il faut les assimiler comme ils sont présentés, mais il faut toujours que vous gardiez à l'esprit que ces chiffres ont été donnés à un moment et on n'avait peut-être pas forcément toutes les données à ce moment-là. Et ben voilà les amis, j'espère que cette vidéo sur Aspidelapse vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre plus sur ce genre de serpent. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai dans les commentaires ou dans une vidéo, on verra en fonction de la question. Comme je vous le dis à chaque fois, si vous croisez un serpent dans son milieu naturel, foutez-lui la paix. Un serpent dangereux, c'est un serpent que vous allez faire chier. Si vous l'emmerdez pas, il n'y a absolument aucun risque. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur le monde fascinant des serpents. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve très vite. A plus, ciao.